Bienvenue à Procure en parle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce webinaire. Et comme l'information, vous le savez, est le premier des remèdes, c'est avec plaisir que nous vous présentons le quatrième webinaire de cette année avec une nouvelle option. Comme vient de le dire Myriam, vous pouvez désormais écouter ce webinaire dans la langue de votre choix avec la nouvelle option de traduction simultanée. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance de la santé des os chez les hommes avec la docteure Suzanne Morin, médecin et chercheuse au Centre universitaire de santé McGill. Nous aurons droit aussi à une présentation par notre spécialiste suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles reçues d'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton Q&A au bas de votre écran. Elles seront lues au cours de la période de questions. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et nos partenaires Astellas, un des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues du Québec. Alors d'abord et avant tout, je vous remercie, Dr Morin, d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole et vous pouvez partager votre écran. Bonsoir et merci beaucoup pour cette charmante invitation. Je vais donc partager mon écran avec vous, que vous devriez voir actuellement. Alors, ce soir, nous allons parler effectivement de la santé des os. Aussi, on va aborder effectivement l'ostéoporose, plus particulièrement chez l'homme. Et nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que la santé osseuse est effectivement au rendez-vous. On va parler du dépistage et du traitement, ainsi que de la prévention. Ensuite, j'espère bien justement que nous pourrons répondre à vos questions. Alors, on va commencer par une introduction générale au sujet de la santé osseuse. Évidemment, on commence par les os. Les os, ce sont un tissu vivant. Souvent, les gens pensent que c'est inerte, mais ce sont des tissus qui sont remplis de cellules. Les cellules qui font en sorte que les os puissent croître et puissent se réparer au fil du temps. Les os sont faits essentiellement de collagène, qui est une protéine qui est déposée lors de la croissance et qui, par la suite, est calcifiée. En plus du calcium, il y a aussi évidemment d'autres minéraux qui sont importants, comme le phosphore et le magnésium. Et on va voir au fil de la présentation comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on prend ces minéraux dans notre alimentation. Un os qui est sain, donc, est un os qui ne casse pas facilement, mais qui est plutôt élastique et qui nous permet ou qui permet d'absorber certains chocs, évidemment jusqu'à un maximum. Et comme vous le savez, chez la personne plus jeune, une fracture va survenir suite à un traumatisme plus important, alors que chez la personne qui souffre d'ostéoporose, un traumatisme mineur peut entraîner une fracture. Alors, les os, quand on commence à la naissance, lors de la croissance, l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, de grandes quantités de calcium et de phosphore aussi sont déposées dans les os, ce qui renforce le squelette. Chez l'enfant, chez l'adolescent, l'os peut être très élastique, effectivement, et on parle souvent que l'os va pouvoir absorber de plus grandes quantités de traumatisme et va plutôt avoir tendance à ne pas casser facilement. L'os agit aussi comme une réserve de calcium dans le corps. Toutes les cellules du corps humain ont besoin de calcium pour pouvoir fonctionner, ce qui fait que si le calcium ne vient pas de l'alimentation, la réserve de calcium ou la banque de calcium dans le corps, eh bien, c'est le squelette. Alors, d'où l'importance d'avoir une alimentation qui est quand même qui est importante en calcium pour pouvoir faire en sorte que le squelette ne soit pas la seule source de calcium pour les cellules.
Alors, les os sont importants parce que, un, ils assurent un soutien au niveau de la structure du corps. Ensuite, ils nous permettent évidemment de se mouvoir et de pouvoir supporter la gravité. Ils protègent les organes vitaux, surtout qui sont à l'intérieur de la cage thoracique, le cœur, les poumons, ainsi que le foie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les os qui stockent le calcium et le phosphore, et aussi le magnésium jusqu'à un certain point. Et ce sont dans les os spongieux, comme les vertèbres et l'intérieur des os, où la production de cellules sanguines se fait, donc les cellules rouges, les plaquettes, ainsi que les globules blancs. Donc, une fonction extrêmement importante au niveau du squelette et aussi les cellules osseuses et les cellules sanguines sont donc dans très grande proximité et font en sorte que plusieurs communications se font au sujet de ces, grâce justement à cette proximité-là. Donc, très important. Alors, il y a deux mécanismes par lesquels l'os se renouvelle ou l'os se dépose. Un, c'est le modelage et le deuxième, c'est le remodelage. Le modelage, c'est ce qu'on voit chez l'enfant, c'est-à-dire que l'os devient de plus en plus croît de façon exponentielle, si vous voulez. Donc, le diamètre de l'os grandit au fil du temps parce que de l'os est apposé toujours de façon croissante à l'extérieur de l'os. Et chez l'adulte, alors qu'on a atteint en général l'âge de 20 ans, l'os va commencer un processus de remodelage. Et ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que l'os qui est plus âgé à certains endroits dans le squelette va être renouvelé par un processus où les cellules qui amènent une résorption, c'est-à-dire qui enlèvent le vieil os, pour ensuite faire place aux cellules qui font la formation pour créer un nouvel os qui sera finalement minéralisé. Ce processus de remodelage se fait tout au long de la vie, mais faites en sorte que votre squelette en entier va être renouvelé à peu près au cours de l'année, au cours d'une année. Donc, s'il y a des micro-fractures, s'il y a des endroits où est-ce que l'os est plus vieux, tout ça va être renouvelé pour faire en sorte que l'os demeure un organe qui est sain et qui est élastique et qui est capable de faire les fonctions qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, les os vont atteindre en général ce qu'on appelle le pic de masse osseuse, c'est-à-dire le maximum de force osseuse que l'os peut atteindre au cours du développement. Le pic osseux arrive en général vers l'âge de 20 ans, mais c'est très spécifique au site osseux qu'on regarde. Alors, entre 20 et 25 ans, pour la plupart des os, on va atteindre le maximum de masse osseuse ou de force osseuse. Ce maximum-là est prédéterminé par des facteurs génétiques. Alors, dans certaines familles, on dit que les gens ont les os forts. Alors, dans certaines familles, le bagage génétique fait en sorte que la densité osseuse qui va être obtenue ou la force osseuse va être plus élevée que dans d'autres familles. Donc, la génétique, c'est environ 60% de la masse osseuse qui est prédéterminée par la génétique. Le sexe aussi, chez l'homme, on sait que la masse osseuse va être plus élevée. Les os sont plus gros en général et aussi la densité est plus importante. Mais il y a aussi le fait que l'activité physique, l'alimentation, l'absence de maladies chroniques ou l'absence de médicaments qui peuvent être nocifs pour le squelette doivent aussi s'aligner dans cette même direction-là pour pouvoir faire en sorte que le pic de masse osseuse soit atteint chez un individu en particulier. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Je l'ai dit avant de voir la diapo, ça veut dire que j'étais bien préparée. Donc, la solidité des os est affectée par le régime alimentaire. On parle souvent du calcium, on parle souvent de la vitamine D, mais aussi la protéine ou les protéines sont bien importantes. Tout ça fait en sorte qu'on vise à
assurer qu'on apporte à l'os les éléments dont il a besoin pour bien se développer. L'activité physique est extrêmement importante. Alors, ce qu'on voit maintenant chez les enfants qui passent beaucoup plus de temps devant les écrans qu'avant, il y a quand même une certaine inquiétude face à l'habilité des enfants de pouvoir atteindre justement ce pic osseux prédéterminé. Alors, d'où l'importance de favoriser un exercice régulier, non seulement chez l'adulte, mais chez le jeune et chez l'adolescent en particulier, où la poussée de croissance est la plus importante. Le poids corporel est important. On dit qu'en général, les personnes plus lourdes ont des os plus forts, mais chez les personnes très obèses, par contre, cet avantage-là disparaît et on se retrouve avec un os qui, effectivement, est plus faible et plus à haut risque de faire des fractures. Alors, entre le poids, ce qu'on appelle le poids idéal et l'embonpoint, en général, c'est là que la force va être la plus grande, mais quand on dépasse ça, dans les cas d'obésité plus extrême, ce paradigme-là ne tient pas finalement. Chez les gens qui sont très minces, avec un poids corporel trop bas, aussi on retrouve une propensité à avoir davantage de fractures. Maintenant, le milieu hormonal aussi est extrêmement important chez la femme. On sait que les estrogènes sont des hormones qui sont extrêmement importantes, qui favorisent la santé osseuse. Et puis, on sait chez la femme ménopausée, suite à la perte des estrogènes, qu'on va retrouver une faiblesse osseuse qui, tranquillement, va continuer de s'établir. Alors, c'est important. Et chez l'homme aussi, l'estrogène est important, particulièrement lors de la croissance, et plus tardivement, la testostérone prend le relais. Et chez les hommes avec un taux de testostérone normal, on a tendance à avoir des os qui sont plus forts. Alors ça, c'est pour la santé osseuse en général. L'ostéoporose, c'est une maladie qui fait en sorte que la force osseuse diminue. C'est quelque chose qui arrive en général progressivement, à moins d'avoir une maladie inflammatoire aiguë ou de prendre de très fortes doses de prednisone, par exemple, est-ce que ça peut donc affecter la structure osseuse de façon plus rapide. Mais en général, l'ostéoporose est une maladie qui s'installe de façon insidieuse, qui ne cause pas de douleur jusqu'au moment où est-ce qu'on subit une fracture. Alors, on parle de force osseuse. La force osseuse est évaluée en clinique par la mesure de la densité osseuse. Alors, on va revenir à ça tantôt, mais il faut faire attention pour ne pas nécessairement interchanger ces deux termes-là qui ne sont pas exactement la même chose. La densité osseuse mesure la quantité de calcium dans le collagène, tel que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, alors que la force osseuse, c'est vraiment tout l'aspect qui reflète la santé de l'os, qui reflète la qualité de l'os, qui reflète le diamètre ou la structure géométrique de l'os, etc. Ça, c'est la force osseuse. Tous ces concepts-là sont interreliés et on sait que la densité osseuse est une mesure qui nous permet de prédire la force osseuse parce que c'est très intimement relié. Alors, l'ostéoporose, en général, c'est une maladie qui affecte le squelette en entier, mais on ne parle pas habituellement du squelette, de la colonne cervicale et de la tête. C'est vraiment les autres sites osseux, particulièrement la colonne, la hanche, le poignet et aussi l'épaule. Ce sont les sites qu'on considère comme plus importants au niveau des fractures osseuses dont on va parler. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ostéoporose affecte les femmes en ménopausée, donc qui ont perdu les estrogènes, les femmes et les hommes qui souffrent de certaines comorbidités, par exemple le diabète, des maladies inflammatoires de l'intestin, des maladies inflammatoires en général, et qui prennent parfois certains médicaments, entre autres de la prednisone, ou
de l'hormonothérapie, par exemple, chez les hommes qui auraient un cancer de la prostate. Chez la femme qui aurait un cancer du sein, qui prend aussi une forme de hormonothérapie, on pourra trouver aussi une accélération de la perte osseuse. Alors, si vous regardez les deux images ou les deux coupes d'images, vous voyez très bien à gauche de votre écran un os qui est sain. Alors, vous voyez un os de la hanche, là, et puis d'une façon plus précise, vous voyez ce qu'on appelle les travées osseuses, c'est-à-dire les petites connexions à l'intérieur de l'os qui favorisent que l'os soit élastique et fort. Et dans ces travées osseuses-là, c'est là que les cellules de la moelle ou les cellules sanguines sont produites. Quand on regarde à droite, vous pouvez voir un os qui est atteint d'ostéoporose où les travées ne sont pas connectées entre elles. On appelle ça des micro-perforations de l'os trabéculaire. Et on peut voir tout de suite, évidemment, que l'os de droite ne pourra pas soutenir un poids ou un impact aussi élevé que l'os de gauche. Alors, c'est un os ostéoporotique. Alors, si on se tourne particulièrement chez l'homme, quels sont les facteurs qui sont plus pertinents quand on parle d'ostéoporose chez l'homme? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ostéoporose, c'est une maladie qui est asymptomatique. Alors, souvent, les gens vont faire une chute mineure et subir une fracture, puis on leur annonce qu'ils font de l'ostéoporose. Et souvent, il y a une certaine incrédulité parce que pas de symptômes. Alors, ce n'est pas comme l'arthrose, ce n'est pas comme d'autres maladies qui peuvent causer des désagréments ou des symptômes. C'est un peu comme l'hypertension, où est-ce qu'on ne sent rien jusqu'à ce que quelqu'un prenne la pression et nous annonce que la pression est élevée. C'est un peu le même genre de condition. Alors, est-ce que c'est fréquent? L'ostéoporose, c'est assez fréquent, plus fréquent chez la femme, effectivement, mais c'est quand même fréquent chez l'homme. On dit que passé l'âge de 50 ans, un homme sur 5 va avoir une fracture jusqu'à la fin de sa vie à cause de l'ostéoporose. Et il y a quand même environ 8 000 hommes là, qui subissent une fracture de la hanche à chaque année. Alors, chez la femme, quand même, hein, c'est 3 fois plus. Mais l'homme, ce n'est pas négligeable. Et ce qui est très important ici de savoir, c'est que l'homme, en général, a des conséquences plus graves des fractures ostéoporotiques que la femme. Alors, plus de mortalité suite à une fracture de la hanche, par exemple, une plus grande perte d'autonomie suite à une fracture, peu importe le site, et une plus grande difficulté à revenir de façon indépendante à ses activités. Et puis, finalement, un plus grand risque de refaire une autre fracture suite à la première fracture. Alors, les conséquences des fractures ostéoporotiques chez l'homme sont plus importantes que chez la femme, malgré qu'il y ait moins de fractures chez l'homme que chez la femme. Alors, c'est quand même très important de prendre ça en considération. Alors, chez l'homme, les principaux sites de fracture, c'est surtout au niveau de la colonne, l'épaule et la hanche. La fracture du poignet, c'est vraiment une fracture qu'on voit davantage chez la femme, surtout autour de la ménopause. Ça, c'est une fracture qu'on voit entre l'âge de 50 et 60 ans. Colonne vertébrale, épaule, hanche, ce sont des fractures qui surviennent plus tardivement, en général passé l'âge de 70-75 ans. Et qui, évidemment, ont des conséquences là, très importantes, telles que je vous l'ai dit tout à l'heure. On parle de fracture ostéoporotique particulièrement quand la fracture survient suite à ce qu'on appelle un traumatisme qu'on considérait comme mineur, une chute à l'intérieur de la maison ou juste à l'extérieur, mais de sa propre hauteur, suite à une toux ou un éternuement. Les gens, des fois, vont se casser des côtes ou justement au niveau des vertèbres, ou en soulevant quelque chose de très lourd ou en poussant un frigidaire ou un meuble très lourd. Là, à ce moment-là, il peut y avoir aussi des fractures qu'on appelle des fractures de fragilisation. C'est une autre terminologie. Alors, les facteurs de risque particulièrement chez l'homme, c'est l'âge.
le tabagisme, mais la consommation d'alcool, c'est un risque assez important. Ça, on peut voir ça de façon plus fréquente chez l'homme que chez la femme. La caféine, je pense que l'important de comprendre ici, c'est que le café, pris de façon modérée, n'est pas un problème. C'est les gens qui prennent entre 10 et 12 tasses de café par jour, finalement, ça peut s'avérer négatif. L'absence d'exercice, une alimentation qui est faible en calcium et en vitamine D, pour ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Si on a des histoires de fractures dans la famille, particulièrement fractures de la hanche, ce sont des points très importants parce que, comme on a parlé tout à l'heure de la génétique, là, qui est associée avec la santé osseuse, la force osseuse au travers des générations. Alors, si on a déjà fait une fracture après l'âge de 40 ans, le risque d'en faire une autre est plus élevé que chez quelqu'un qui n'en a jamais fait. Alors ça, c'est un peu comme si on a déjà fait un infarctus du myocarde, on est beaucoup plus à risque d'en faire un autre, même si on est traité, même si on fait tout comme il faut, parce que le risque est déjà présent, la maladie est déjà présente. Alors, on essaie de faire de la prévention qu'on appelle secondaire à ce moment-là. Et c'est bien important de prendre chaque fracture comme étant une alerte par rapport à la santé osseuse. Est-ce que c'est une fracture de fragilisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter d'en faire d'autres? Parce que la première fracture peut être une fracture quand même qui n'est pas très grave. Mais si on se dirige vers la fracture de la hanche, par exemple, à ce moment-là, cette fracture-là, c'est beaucoup plus dommageable. Alors aussi, si on a une perte de poids importante ou un faible poids au départ, et finalement certains traitements ou médicaments, comme on va le revoir là, un peu plus loin. Alors, en présence d'un cancer de la prostate, il peut y avoir des risques supplémentaires qui sont associés à une perte de force osseuse. Alors, il y a certains types de cancers qui peuvent être associés à une faible densité osseuse lors du diagnostic, mais c'est quand même la minorité. Le plus grand problème, c'est surtout associé au traitement qu'on prend pour prévenir soit la progression ou le retour du cancer. Donc, l'hormonothérapie, l'Upron et les gaz de latex, ce sont des médicaments vraiment qui coupent les niveaux de testostérone qui vont donc avoir un impact sur la santé osseuse. Et ces médicaments comme la prednisone, qui sont des anti-inflammatoires très puissants, qui sont souvent utilisés dans le traitement des cancers, pas juste pour les cancers de la prostate, mais en général. Puis à ce moment-là, ces médicaments-là peuvent avoir aussi un impact sur la force osseuse parce qu'ils ont tendance à diminuer les cellules qui favorisent la formation de l'os. Et donc, c'est quand même important pour le traitement, mais c'est important aussi de savoir que ça peut avoir un effet supplémentaire. Donc, c'est bien important de parler de santé osseuse avec votre médecin parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser les effets de ces traitements-là sur le squelette. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on recommande? C'est de faire une évaluation des facteurs pour essayer de déterminer si, un, il y a présence d'ostéoporose et deux, quel est le risque de faire des fractures au cours des prochaines années, étant donné le profil qu'on a. Alors, Ostéoporose Canada, en général, c'est une société qui a émis des recommandations canadiennes pour un guide de pratique, si vous voulez, pour recommander aux médecins, cliniciens et aux patients comment s'assurer qu'on puisse évaluer comme il faut le risque de faire des fractures, parce que c'est vraiment ce qui est important. Alors, quand est-ce qu'on doit commencer le dépistage? En général, chez tout le monde, chez les gens qui n'auraient aucun facteur de risque, on dit qu'à l'âge de 65 ans, tout le monde devrait avoir un dépistage fait par une ostéodensitométrie, c'est-à-dire qu'on mesure la densité osseuse
avec une machine avec un rayon X et qui nous donne un score qui nous permet d'évaluer la force osseuse. C'est un proxy, si vous voulez, pour la force osseuse. Chez les gens qui ont déjà des facteurs de risque, diabète, maladie chronique, hormonothérapie, peu importe le facteur de risque, à ce moment-là, on commence le dépistage plus tôt, alors vers l'âge de 50 ans et plus même. Alors, c'est pour ça que chez les femmes, on commence souvent à faire des ostéodensitométries vers l'âge de 50 ans parce que c'est l'âge où la ménopause va survenir. Mais chez l'homme, on va commencer plus tôt s'il y a des facteurs de risque, incluant particulièrement une histoire familiale très forte ou autre facteur de risque. Alors, c'est une ostéodensitométrie ou une densitométrie, on va entendre. Et ce que ça fait, c'est que ça mesure la quantité de calcium que vous avez dans la matrice osseuse ou dans le collagène. Et on mesure à la colonne et à la hanche, 2 sites. Et ça nous donne une idée de votre force osseuse. C'est un test qui se fait réellement. Le test lui-même prend 1 minute. On est allongé sur une table et puis il y a une radiographie qui se fait et puis qui calcule ce score-là dont je vous ai parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a des outils pour les pronostics qui nous aident à calculer le risque de fracture sur les prochains 10 ans. Au Canada, il y a 2 outils qui ont été validés, un qui s'appelle CAROC, l'autre qui s'appelle FRAX. Ces 2 outils-là sont disponibles sur l'Internet et vous pouvez entrer vous-même les facteurs de risque que vous avez repérés chez vous. Et si vous êtes au courant de le résultat de votre densité osseuse, vous pouvez aussi entrer ce résultat-là et ça va vous calculer votre risque de faire une fracture au niveau des prochains 10 ans. Souvent, c'est le médecin qui va le faire, mais vous pouvez le faire aussi vous-même. Ce n'est pas compliqué. Alors, vous allez sur le site FRAX et vous cherchez, c'est bien important, l'outil pour le Canada, parce qu'il ne faut pas prendre l'outil pour le Japon ou l'outil pour la Chine, parce que ce calcul-là a été fait avec des données canadiennes. Et puis, on entre ici l'âge, le sexe, le poids, la taille, c'est très important, surtout si on n'a pas le résultat de la densité osseuse. Et puis là, il y a plus de questions, il y a 12 questions, comme vous voyez. Alors, il y en a qui manquent là sur la diapo, mais vous remplissez. En général, c'est oui, non, oui, non. Et puis finalement, vous pouvez choisir d'entrer le résultat de votre densité osseuse. Ici, c'est la DMO au niveau de la hanche qu'on doit entrer. Et puis, vous allez peser sur calculer, puis ça va vous donner un pourcentage, une probabilité de faire une fracture sur les prochaines 10 années. Si ce risque-là ou cette probabilité-là est plus basse que 10 %, c'est très beau. Le risque de faire une fracture est très faible et en général, on va recommander de l'exercice, une bonne alimentation. Si ce risque-là est plus haut que 20 % à ce moment-là, c'est là que le médecin va aborder avec vous les traitements médicamenteux. Alors, on va passer au travers maintenant des traitements qu'on peut envisager. Si jamais ce risque-là ou cette probabilité-là se retrouve plus élevé, c'est-à-dire plus que 20 %. Alors, toujours le mode de vie, c'est toujours important, pas juste pour la santé squelettique, mais pour la santé du cœur, des poumons, l'activité physique. Mais pour le squelette, en particulier, les exercices de résistance, c'est-à-dire les petits poids qu'on fait soit au gym, soit à la maison, ou avec des bandes élastiques, sont extrêmement importants parce que plus les muscles sont sollicités, plus les os vont percevoir cette action des muscles, plus les cellules osseuses vont faire de la formation osseuse. Très, très important. Et évidemment, une alimentation saine et équilibrée. Au niveau de la pharmacothérapie, on a plusieurs médicaments qu'on peut utiliser. En général, c'est 2 grandes familles. La famille des médicaments qui réduisent
la résorption osseuse, qui sont ici sur la diapositive, donc les bisphosphonates, Actonel, Fosamax ou le denosumab, ou des médicaments qui ne sont pas ici sur la diapositive, mais qu'on utilise beaucoup moins fréquemment, qui sont des agents anaboliques pour lesquels on a la tériparatide et le rosozumab, qui sont deux autres médicaments très importants. Alors, on a plusieurs possibilités pour le traitement de cette maladie-là et les médicaments sont donnés selon le risque de faire des fractures, le profil de la personne, les effets adverses qui peuvent survenir et évidemment l'intérêt du patient de prendre un médicament. Alors ça, c'est très important, cette discussion-là, mais qui se fait de façon individuelle selon le profil de chaque personne. Maintenant, ce qu'on peut faire pour la prévention, comment est-ce qu'on garde nos os en bonne santé? Bien, ici, c'est évident qu'on va vous parler de l'activité physique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. On fait de l'exercice de façon régulière, au moins 3 fois par semaine, si possible. Si c'est trop 3 fois par semaine, ce qui est important, c'est d'en faire peut-être de petites quantités, plusieurs fois par semaine, tant qu'on est capable. Alors, au lieu d'essayer d'atteindre 150 minutes, et puis ce que les lignes directrices disent, c'est d'essayer de faire de l'exercice fréquemment, mais selon nos capacités, selon notre habilité, les douleurs qu'on peut ressentir, etc. Alors, si vous êtes capable de faire des petits poids à la maison ou des bandes élastiques, ce sont des choses à privilégier parce que ce sont des exercices qui peuvent se faire en position assise. Il y a plusieurs sites sur l'Internet où est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'exercice, entre autres aussi sur le site d'Ostéoporose Canada. Il y a des vidéos qui démontrent différents exercices qu'on peut faire. Si on a déjà subi des fractures, par exemple, ça va vous indiquer quels sont les exercices qui sont sécuritaires, comment les faire, etc. Et évidemment, on peut toujours marcher. La marche est excellente, surtout pour l'équilibre. Et si vous êtes capable de marcher à l'extérieur, c'est encore mieux. Évidemment, il faut faire attention les jours ici où la glace peut être de la partie pour ne pas chuter puis se briser quelque chose. Alors sinon, on recommande de marcher à l'intérieur ou si vous avez un tapis roulant, de marcher sur le tapis roulant. Bon, poids et haltères, j'en ai parlé tantôt, extrêmement important. Environ 5 à 10 minutes, c'est vraiment pas long, puis 2 à 3 fois par semaine. Alors, justement, quelques trucs, comment s'encourager. Des fois, ce n'est pas toujours facile, ça prend quand même une certaine discipline. Des fois, quand on fait des exercices en partie avec quelqu'un d'autre, c'est des fois plus encourageant, alors d'aller marcher à l'extérieur ou faire des exercices à deux, soit en utilisant un programme d'exercice qu'on peut voir sur l'Internet ou à la télévision, par exemple. Essayer de trouver des trucs pour, pendant la journée, prendre une pause, essayer de faire 10 minutes d'exercice, soit dans son bureau ou soit à l'extérieur. Ce sont des choses maintenant que les gens essaient de faire davantage. Il y a même des endroits où il y a des possibilités d'aller à des classes d'exercice pendant la journée, à l'heure du midi, etc. C'est des choses à favoriser. Au niveau de l'alimentation, alors on essaie de manger de façon saine et variée. On essaie d'introduire dans l'alimentation des produits qui sont quand même assez riches en calcium. Alors, évidemment, on parle souvent des produits comme les produits laitiers. Les produits laitiers ont l'avantage de contenir et du calcium et du phosphore et du magnésium, mais aussi des protéines. Alors, c'est comme un aliment qui arrive à amener deux points très importants. Le lait est aussi fortifié en vitamine D, mais pas les autres produits laitiers en général. Alors, calcium, protéines, vitamine D. Il faut s'assurer de ne pas prendre d'alcool de façon excessive. Et puis, on essaie évidemment d'envisager la cessation tabagique chez les fumeurs.
Alors, les protéines, qu'est-ce que c'est? Déjà, au Québec, quand même, on mange beaucoup de protéines, mais certaines personnes ont tendance quand même à ne pas en prendre assez. Alors, c'est important. On peut prendre des protéines d'origine végétale. Alors, il y a des régimes qui, les gens sont même véganes et il n'y a aucun problème. Il s'agit à ce moment-là de porter une attention assez particulière à la quantité de protéines qu'on prend pour ne pas être déficient justement en protéines. Et bon, ici, vous avez des idées comment choisir vos protéines. On peut prendre des protéines végétales, poissons, produits laitiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, et évidemment des viandes plus maigres. Maintenant, au niveau des gras, on a tendance à favoriser les gras d'origine végétale en général, particulièrement ceux qui contiennent moins d'acide trans. Le calcium, de son côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, les produits laitiers, mais quand même les breuvages tels que le lait d'amande, le lait de soya et les autres laits de protéines végétales auxquels on ajoute finalement du calcium et de la vitamine D, sont très, très recommandés aussi, contiennent la même quantité de calcium qu'un verre de lait, par exemple, de vache. Alors, c'est très important là, de varier pour ne pas toujours prendre la même chose. L'important ici, c'est d'essayer de faire ça à tous les jours. Puis c'est là des fois la difficulté. C'est d'être très consistant jour après jour pour s'assurer qu'on a assez de calcium dans son alimentation. En gros, quand on essaie de calculer ça nous-mêmes dans notre alimentation, en général, on a besoin d'environ 1000 mg de calcium par jour, ce qui équivaut à peu près 3 portions ou 3 grosses portions de produits qui contiennent du calcium. Alors, un verre de lait, du fromage dur, un bon cube de fromage dur. Plus le fromage est dur, plus il y a de calcium dedans. Du yogourt, etc. Il y a aussi sur le marché du jus d'orange qui est enrichi de calcium. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les différentes boissons à partir de protéines végétales aussi qui contiennent du calcium. Bon, le saumon puis les sardines en boîte, ce n'est pas le poisson, c'est surtout les os qui viennent avec le poisson. Là. Alors, c'est les os là, ici qui contiennent le calcium. Alors, ceux qui aiment ça, les os, évidemment, c'est une bonne source de calcium. Au niveau de la vitamine D, c'est un petit peu plus difficile de retrouver ça dans l'alimentation, à moins d'être un grand buveur de lait. Alors, la vitamine D, comme je vous ai dit, le lait est enrichi de vitamine D, mais il faudrait prendre au moins 4 verres de lait là, pour être certain d'avoir à peu près la quantité de vitamine D qui est nécessaire dans une journée. Alors, en général, et même Santé Canada va recommander que les adultes de 50 ans et plus prennent un supplément de vitamine D pour s'assurer d'avoir à tous les jours assez de vitamine D. Au niveau de l'ensoleillement, c'est certain qu'au Québec, c'est vraiment du mois de mai au mois de septembre qu'on peut profiter du fait que la vitamine D va être transformée dans la peau. Alors, souvent, on dit que les gens qui sont à l'extérieur beaucoup l'été n'ont pas à prendre un supplément de vitamine D. Par contre, en vieillissant, cette capacité de la peau à transformer la vitamine D diminue. Alors, c'est important, là, moi je dis en général, après l'âge de 65 ans, de prendre une supplémentation de vitamine D pour s'assurer qu'on a un niveau qui est constant et qui va aider à l'absorption du calcium et à la déposition du calcium dans les os. Très important, la vitamine D. Alors, ce sont des suppléments que vous pouvez acheter sur les tablettes dans les pharmacies. C'est un supplément qui n'est pas coûteux. Ça ne sert à rien de prendre plus que 1000 unités par jour. En prendre 4000, 5000, 10 000 par jour ne va pas être plus efficace. C'est à peu près 1000 unités par jour où il y a un comprimé qui se donne ici au Québec par prescription
qui est un comprimé de 10 000 unités qu'on donne une fois par semaine. Alors, c'est un petit peu plus que 1 000 unités par jour, mais c'est pour l'habilité de prendre ce comprimé-là juste une fois par semaine. C'est très... les gens aiment ça, des fois, prendre ça seulement qu'une fois par semaine. Alors, ça m'amène à la dernière diapo. Et finalement, ce qui est important de bien se rappeler au niveau de la santé osseuse, c'est que c'est vraiment important de s'impliquer au niveau si vous voulez, de la prévention des fractures, la prévention de l'ostéoporose. Alors, il faut s'assurer qu'on essaie de faire de l'exercice, d'avoir une alimentation qui est riche en calcium et en vitamine D et en protéines, et de le mentionner à son médecin si on a l'impression qu'on a des risques pour développer justement des fractures. Alors là, je vous ai montré un outil tantôt qui peut vous aider à regarder ça. Puis finalement, bien, le test qu'on fait ici, c'est l'ostéodensitométrie qui peut être suivi dans le temps, puis qui nous aide à voir comment la santé du squelette évolue au fil du temps. Alors, c'était ma dernière diapositive. Je vais arrêter ici et puis on va pouvoir répondre aux questions. Alors, Dr Morin, je vous remercie pour cette excellente présentation et effectivement, c'est le moment des questions. Donc, j'en ai plusieurs ici qui ont été répertoriées par l'équipe de Procure. La première étant, mon médecin m'a parlé de l'ostéopénie. Quelle est la différence entre l'ostéoporose et l'ostéopénie? Une densité osseuse qu'on considère normale, c'est un score T. Les gens vont vous donner ça, le score T, qui est autour de -1 à +1. Alors, ça, c'est normal. Si on baisse un petit peu, la santé osseuse est un petit peu, ou la densité osseuse est un peu moins forte, on baisse un peu, on appelle ça de l'ostéopénie. C'est le stade un peu avant l'ostéoporose. L'ostéoporose est définie comme un score T de -2,5 ou encore plus négatif. Ça, c'est un diagnostic d'ostéoporose. Alors, c'est à la densité osseuse, ou bien on a un score T en bas de -2,5, et là, on fait de l'ostéoporose, ou bien c'est en haut de -2,5, et puis là, les gens vont dire que c'est soit de l'ostéopénie, ou ce qui est davantage favorisé maintenant, c'est ce qu'on appelle une masse osseuse basse, mais qui n'est pas diagnostique, là, si vous voulez, d'ostéoporose. Alors, en général, c'est comme une pré-ostéoporose, si vous voulez. D'accord. Une autre question, cette fois, j'espère que mon micro est toujours ouvert. Oui, le manque de calcium et de la vitamine D peut-il causer une douleur musculo-squelettique? Tantôt, ce sont les muscles qui font mal, tantôt, ce sont les articulations et les os qui font aussi du mal. Alors, en général, une déficience en vitamine D, il faudrait qu'elle soit très sévère. Et effectivement, on peut sentir je dirais davantage une faiblesse au niveau des muscles. Les gens vont sentir qu'ils sont plus faibles. En général, il n'y a pas de douleur associée à ça. Par contre, si le calcium est extrêmement bas, donc beaucoup plus bas que normal, et la vitamine D aussi, à ce moment-là, on peut avoir des crampes musculaires très sévères. Et souvent, les gens vont avoir entendu parler peut-être de cette situation de tétanie où est-ce que l'os est dans une crampe continue à cause d'un manque extrêmement sévère de calcium. Mais ce sont des conditions qui, en général, sont très rares et sont associées à une prise de médicaments particulière. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on verrait chez quelqu'un qui peut-être ne prend pas assez de lait ou de calcium dans son alimentation. Ce sont vraiment des conditions médicales extrêmes. Alors, les douleurs que les gens peuvent ressentir,
au niveau musculaire et au niveau articulation. Souvent, ce sont dus à des phénomènes un peu dégénératifs au niveau des articulations qui vont causer des douleurs qui peuvent fluctuer au fil du temps. Ou parfois, les douleurs musculaires et ou articulaires peuvent être dues à certains médicaments qu'on prend pour traiter les cancers, par exemple. Alors, il faut vraiment essayer de faire le tour de tout ça. Des fois, le médecin peut aider aussi à essayer de faire la part de toutes ces choses-là. Ce monsieur a passé une scintigraphie osseuse suite à un diagnostic de cancer de la prostate négative, mais j'ai toujours une sensation de douleur aux os. Se pourrait-il que ce soit un début d'ostéoporose? Oui, bonne question. Alors, l'ostéoporose, en général, on dit que ça ne donne pas de douleur, à moins d'avoir une fracture. Alors, les fractures sont vraiment, en général, des événements qu'on reconnaît. On tombe, on se brise un bras. Mais des fois, on peut avoir des fractures dans le dos qui n'auraient pas été nécessairement diagnostiquées parce qu'elles n'auraient pas été associées avec une chute, par exemple. Alors, on peut avoir des fois de petits tassements vertébraux qu'on appelle ou des fractures par compression qui peuvent des fois survenir un peu insidieusement. Alors, si la scintigraphie osseuse est négative, en général, ce n'est pas nécessairement diagnostic d'absence de petites fractures insidieuses. À ce moment-là, une radiographie simple de la colonne pourrait être faite. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ostéoporose ne cause pas de douleur à moins qu'il y ait présence de fracture. Un individu ici est diabétique et sous hormonothérapie pour un cancer de la prostate. Outre l'hormonothérapie, est-ce que mon risque d'ostéoporose est plus élevé en raison de mon diabète? Oui, effectivement. Le diabète augmente le risque de faire des fractures. C'est je vous dirais, un facteur de risque qu'on a reconnu plus récemment. Dans les dernières 10 années, les gens se sont rendus compte que les diabétiques avaient tendance à faire des fractures plus fréquemment que les non-diabétiques pour différentes raisons, entre autres parce que le matériau de l'os devient plus vitrifié au fil du temps. Alors, on parle ici d'un diabète qui aurait une durée d'au moins 10 ans. Chez les gens qui viennent juste d'avoir un diagnostic de diabète, en général, non. Mais il y a aussi le fait que les diabétiques, des fois, ont tendance à chuter davantage que les non-diabétiques. Et aussi, certains médicaments qu'on prend pour traiter le diabète ont un effet négatif sur la santé osseuse. Docteur Morin, est-ce que les os se régénèrent après une hormonothérapie? Alors, en général, les os ont tendance on peut améliorer la densité osseuse. C'est comme ça que je vais répondre, en utilisant des médicaments qui favorisent une meilleure minéralisation de l'os. Alors, après l'hormonothérapie ou pendant même l'hormonothérapie, certains médecins vont prescrire un médicament pour soit empêcher que la densité osseuse diminue ou pour augmenter la densité osseuse qui aurait été affectée par l'hormonothérapie. Alors, ce n'est pas exactement le même processus dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas une croissance osseuse comme on voit à l'adolescence, par exemple, où ce n'est que de l'os nouveau qui est formé. Mais c'est une combinaison d'une diminution, on est capable de diminuer la perte osseuse qui est associée à l'hormonothérapie. Et en ralentissant ça, on favorise une meilleure minéralisation de l'os. Donc, il y a une augmentation de la force osseuse, mais ce n'est pas par le même mécanisme qu'on voit là, chez la formation osseuse de l'adolescent, par exemple. Ici, mon médecin m'a prescrit une combinaison de calcium et vitamine D. Depuis, je souffre de constipation et d'hémorroïdes. Est-ce que je peux remplacer le calcium par des produits laitiers et un supplément de vitamine D? Absolument. Alors, en général, c'est ce que j'essaie de dire aux gens, mais souvent, les personnes
qui ne sont pas friands des produits laitiers peuvent trouver ça un peu difficile de prendre leur calcium dans l'alimentation. Mais quelqu'un qui est capable de prendre 2 à 3 portions de produits ou laitiers ou d'autres qui contiennent du calcium, c'est beaucoup mieux de prendre le calcium dans l'alimentation parce qu'à ce moment-là, il se trouve avec d'autres nutriments. Hein, il y a avec des protéines, avec le phosphore, le magnésium, alors avec d'autres nutriments qui, eux aussi, ont un effet positif sur la santé squelettique. Mais c'est surtout chez les personnes qui ne sont pas capables de faire ça, chez qui on recommande un supplément de calcium. Puis on sait que le calcium peut apporter de la constipation, des ballonnements. Des fois, chez certaines personnes, c'est difficile à tolérer. On aimerait savoir ici à quelle fréquence on doit passer un test de densité osseuse, cancer ou non. Alors, la première densité osseuse devrait être faite soit vers l'âge de 50 ans s'il y a des facteurs de risque ou 65 ans sinon. Selon le résultat de la première densité osseuse, c'est un peu ça qui va dicter à quel moment on doit en passer une autre. Alors, si la densité osseuse, elle est belle, soit dans les limites de la normale ou basse, à ce moment-là, on n'en refait pas avant 5 ans à peu près. Si la densité osseuse, elle est un peu basse, l'ostéopénie ou près de l'ostéoporose, à ce moment-là, on va suggérer d'en refaire une probablement 2 ou 3 ans. Si on commence un médicament, on a tendance à en faire une autre pour contrôler l'effet du médicament sur la densité osseuse. En général, 1 an et demi, à peu près après le début du médicament, 1 an et demi ou 2 ans, là, dépendamment, pour voir effectivement s'il y a une réponse de la densité osseuse au traitement. Peut-on guérir ou renverser l'ostéoporose? On peut améliorer la santé osseuse et la force osseuse. Guérir, c'est que c'est très difficile. On essaie de renverser un processus qui s'établit de façon insidieuse. Alors, on peut augmenter la densité osseuse, on peut augmenter la force osseuse, et puis on voit ces médicaments-là souvent qui sont utilisés à ces fins-là. Mais le fait demeure que l'os ne reviendra pas comme c'était si vous voulez, à l'adolescence parce qu'on n'est pas capable de réinstaurer le même mécanisme de formation osseuse qui a eu lieu justement pendant la croissance là, de l'enfant et du jeune adulte. D'accord. Sur le web, on parle du rôle de la vitamine K. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que je devrais prendre un supplément? Et si oui, à quelle dose? Alors, la vitamine K, on vient de faire une étude là-dessus, finalement, avec le groupe avec qui je travaille. Finalement, il n'y a pas, c'est pas néfaste de prendre de la vitamine K, mais ce n'est pas particulièrement utile. On pensait que ça pourrait justement améliorer la santé osseuse, particulièrement chez les gens qui prenaient un médicament qui était un anti-vitamine K, un anticoagulant, entre autres. Puis, finalement, on n'a pas trouvé qu'il y a assez de bénéfices pour suggérer à la population de prendre la vitamine K. Mais si vous voulez en prendre, là, il n'y a pas c'est pas néfaste comme tel, mais il y a des coûts associés à ça. La dose, je ne pourrais même pas vous la dire parce que ça dépend de la formulation que vous prenez. C'est souvent des produits qu'on retrouve dans les magasins de produits naturels. Dans le même sens, un individu prend un supplément de calcium tous les jours, et ce sera notre dernière question, et un supplément de vitamine D de 10 000 unités chaque semaine. C'est ce que je fais d'ailleurs personnellement. Cette personne-là n'a pas de cancer, elle le fait en prévention. Est-ce correct? Oui, c'est parfait. Alors, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a à peu près 1000 unités de vitamine D par jour, ce qui est recommandé. Oui. Et le supplément de calcium, bien, ça nous permet d'être moins strict avec l'alimentation et de
pouvoir, surtout si on n'est pas très friand là, des produits riches en calcium, ça nous permet de continuer quand même à en prendre un peu dans l'alimentation, mais de s'assurer qu'on a toujours un apport optimal en calcium pour que le squelette ne devienne pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la banque de calcium pour le reste des cellules. Est-ce est-ce que tout le monde peut prendre 10 000 unités ou est-ce que c'est à partir d'un certain âge? Non, 10 000 unités, en général, c'est qu'on recommande ça à peu près à partir de l'âge de 50 ans, 1 000 unités par jour. Le problème, c'est que le 10 000 unités au Québec, ici, c'est sous prescription. Alors, à ce moment-là, ça prend qu'un médecin vous le prescrive et puis il y a des coûts associés avec les prescriptions, comme vous savez. Alors, si vous voulez prendre une option qui est moins dispendieuse, c'est d'acheter la vitamine D sur les tablettes, là, particulièrement les magasins de grande surface, où est-ce qu'on peut avoir des quantités de vitamine D à très bas coût. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire et comme votre opinion est importante pour nous, nous vous invitons à remplir le court sondage qui se retrouve sur votre écran. Merci beaucoup, Dr. Morin. Vous avez été mais vraiment très clair dans vos explications et je vous remercie pour votre empathie vis-à-vis des gens qui souffrent ou qui croient souffrir d'ostéoporose. Le prochain, merci beaucoup. Alors, les questions en suspens seront répondues au cours de la semaine. Et le prochain webinaire aura lieu, lui, le 26 avril, de 19h à 20h30, lors duquel nous aborderons les tests et examens de diagnostic et de suivi médical après un traitement avec le docteur Mathieu Betté, urologue à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Alors, soyez des nôtres et consultez le site procure.ca pour rester à l'affût. Alors, ici Winston McQuaid, c'était Procure en parle. Merci pour votre participation et je vous dis au prochain webinaire le 26 avril à 19h. Bonne soirée.